La Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, menacée d'annulation. Des manifestations massives secouent le royaume, sur fond de tensions diplomatiques explosives avec l'Algérie. Et pendant ce temps, en France, une vieille affaire de corruption présumée autour de Nicolas Sarkozy, du PSG et du Qatar refait surface et menace de tout emporter. Argent, pouvoir, trahison, comment le football est-il devenu l'épicentre de deux crises majeures? Tout commence fin septembre. Un mouvement spontané, né sur les réseaux sociaux, prend une ampleur inattendue. Son nom, Gen Z212. Gen Z pour une génération de 18-34 ans hyper connectée et politiquement consciente, et 212 pour l'indicatif téléphonique du Maroc, un symbole d'unité nationale. Sur des plateformes comme Discord, où ils sont plus de 150 000, ces jeunes s'organisent loin des partis traditionnels. Le point de départ, la mort tragique de 8 femmes enceintes à l'hôpital d'Agadir. Un drame qui a cristallisé une colère sourde contre la dégradation perçue des services publics. Depuis plus de 10 jours, une vague humaine déferle sur le royaume. Ils descendent dans les rues de Rabat, Casablanca, Marrakech et même de plus petites villes, avec une détermination qui surprend. Leurs slogans sont clairs et unanimes. La fin de la corruption, des réformes profondes pour l'éducation et la santé, et le départ du chef du gouvernement. Un mouvement qui se veut pacifique, agissant par amour de la patrie, mais qui a déjà été endeuillé par la mort de manifestants dans des affrontements. Au cœur de leurs critiques, les dépenses colossales pour l'organisation de la CAN 2025. Un événement perçu comme un test grandeur nature avant le mondial 2030, co-organisé avec l'Espagne et le Portugal. Pour le gouvernement, c'est une vitrine exceptionnelle, une promesse de prestige international. Des milliards sont investis dans la rénovation de 4 stades, la reconstruction d'un complexe à Rabat et surtout la construction d'un nouveau grand stade près de Casablanca. Un projet qui incarne le décalage entre les ambitions de l'État et les besoins urgents de la population. Mais pour les manifestants du Gen Z 212, ces chantiers pharaoniques sont une insulte. Les milliards des stades devraient aller aux écoles et aux hôpitaux, scande-t-il. Face à cette fracture, une rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Le Maroc pourrait-il renoncer à sa CAN? La situation, déjà explosive, prend une tournure diplomatique. Le 4 octobre, depuis Alger, Abdelkader Bengrina, chef d'un parti algérien et soutien du président Tebboune, jette de l'huile sur le feu. Lors d'une conférence de presse, il lance cet appel direct aux Marocains. Marchez vers le palais royal et mettez fin à la normalisation maintenant. Une référence claire à la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, un sujet extrêmement sensible dans la région. Une provocation et une ingérence intolérable pour Rabat. Les médias marocains dénoncent une manœuvre du régime algérien pour déstabiliser son voisin, en exploitant la contestation sociale. Cette déclaration ravive les tensions historiques entre les deux puissances du Maghreb, déjà à couteau tiré sur la question du Sahara occidental. Les manifestants, eux, ne sont pas dupes et affirment que leur priorité reste le Maroc, et non les agendas politiques étrangers. Alors, report, délocalisation, annulation. Le suspense était à son comble. C'est le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui a dû monter au créneau pour éteindre l'incendie. Lors d'une réunion à Kinshasa, sa réponse a été conçue pour balayer tous les doutes, car un retrait serait un désastre logistique et financier pour la CAF. Sa phrase, devenue virale, est un modèle de communication de crise. Le Maroc est le plan A, le Maroc est le plan B, et le Maroc est le plan C. Le message est clair, la CAN aura bien lieu au Maroc. La CAF se dit absolument confiante et promet la CAN la plus réussie de l'histoire. La compétition est donc maintenue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Fin de la rumeur, mais pas des tensions. Si la CAF a éteint l'incendie médiatique, le brasier social au Maroc, lui, couve toujours. Cet épisode le prouve, le football est bien plus qu'un jeu. Et ce n'est rien comparé à l'autre affaire qui secoue la planète foot. En France cette fois. C'est une affaire aux ramifications vertigineuses, qui refait surface près de 15 ans après les faits. Le point de départ. De nouvelles révélations explosives du journal en ligne Mediapart. Au cœur de l'enquête, le rôle qu'aurait joué l'ancien président Nicolas Sarkozy dans un deal monumental où les intérêts sportifs, économiques et géopolitiques s'entremêlent. D'un côté, l'attribution surprise de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
De l'autre, le rachat du Paris Saint-Germain, son club de cœur, par un fonds souverain qatari en 2011, transformant radicalement le destin du club. La pièce maîtresse du dossier, c'est un déjeuner qui s'est tenu le 23 novembre 2010 au Palais de l'Élysée. Un casting 5 étoiles, Nicolas Sarkozy, le futur émir du Qatar, Tamim Al-Thani et surtout Michel Platini, alors puissant président de l'UEFA. À l'époque, Platini, qui privilégiait la candidature des États-Unis, semblait inflexible. Mais, 9 jours après ce déjeuner, coup de théâtre, il change d'avis et donne sa voix au Qatar, un revirement décisif qui a stupéfié le monde du football et changé la face du sport mondial. Les juges français soupçonnent aujourd'hui un pacte scellé ce jour-là. Le soutien de la France à Doha en échange d'un double engagement qatari. D'une part, racheter le PSG, alors en grande difficulté financière, et d'autre part, investir massivement dans des secteurs clés de l'économie française. Un échange de bons procédés au sommet de l'État. Mediapart va plus loin et décrit un véritable système de renvoi d'ascenseurs. Sarkozy aurait non seulement facilité la vente du PSG, mais aurait aussi fait pression pour doubler le prix de vente, au profit de son ami Sébastien Bazin, alors propriétaire du club. Après la transaction, la récompense. Bazin, devenu PDG du groupe hôtelier Accor, recrute Sarkozy comme administrateur et son fils, Pierre Sarkozy, comme DJ pour des événements de luxe. Un circuit de faveur qui s'étendrait à d'autres proches, comme Arnaud Lagardère, qui aurait aussi bénéficié des largesses qataries. La justice enquête sur ces liens, cherchant à savoir si l'ex-président a utilisé sa fonction pour des intérêts personnels, considérant, selon une source citée par Le Monde, le Qatar comme une vache à lait. Aujourd'hui, suite à une plainte de l'association Anticor, une information judiciaire est ouverte pour corruption, trafic d'influence et financement illégal de campagne. L'affaire est d'autant plus sensible que Nicolas Sarkozy a récemment été condamné à de la prison ferme dans l'affaire des financements libyens, ce qui fragilise considérablement sa défense. Lui nie tout en bloc, assurant avoir agi dans l'intérêt supérieur de la France et du football français. Mais pour la justice, l'enquête ne fait que commencer et ses conclusions pourraient être dévastatrices. De Rabat à Paris, des stades africains au Palais de la République, ces deux affaires, bien que distinctes, révèlent une même réalité. Les coulisses du football sont plus agitées que jamais. D'un côté, la colère sociale d'une jeunesse qui demande des comptes sur la gestion des infrastructures. De l'autre, les soupçons de corruption au plus haut niveau de l'État. Dans les deux cas, le sport roi, instrumentalisé, devient un miroir grossissant des fractures et des tensions politiques de notre époque. Merci de nous avoir suivis sur Infos Express. Quelle affaire vous choque le plus? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager. À très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.